Très bien. Donc non, merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup pour l'opportunité Oui, de présenter les activités du Plan Bleu sur la thématique de l'eau, sur la thématique du dessalement. J'essaierai d'être bref, d'être synthétique. Je vous invite, vu que je suis en distance, à écrire vos questions. Je me ferai une joie d'y répondre à la suite de mon intervention. Elle ne devrait pas être très longue, environ 15 à 20 minutes maximum. Voilà. Donc rapidement, je me représente. Je ne sais pas si vous connaissez le Plan Bleu. Moi, je suis Samson Bélière, chargé des projets sur la comment thématique de ça? l'eau, expert SIG pour l'Observatoire du Plan Bleu. Et je vais donc vous présenter nos activités sur la thématique de l'eau, du dessalement, qui est bien sûr une thématique centrale pour les pays du bassin méditerranéen. Le plan de mon intervention, donc j'espère que les slides défilent de votre côté. Est-ce que vous m'entendez? Oui, putain. Faut être patient. Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne vous entends plus, je ne vous vois plus. Bonjour, vous m'entendez? Monsieur, vous m'entendez? On a un petit souci avec la connexion Internet. On va juste essayer de régler ça rapidement. Vous m'entendez pas bien. Là, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Bon, je reste connecté. En tout cas, j'attends que vous trouviez une solution. Oui, est-ce que vous Choisi. m'entendez? C'est bon, heureusement. Très bien. Est-ce que le partage d'écran, j'ai l'impression, ne marche plus? Bonjour tout le monde. Qui est SOS disparu. Oui, c'est Matt Faidon. Je sais pas, SOS Disparu, c'est le Zoom de l'association. Faut rebrancher le câble, hein. Ah, c'est bon. On vous revoit à nouveau avec votre présentation. Vous pouvez y aller, monsieur Sanson. Très bien, merci. Bon, j'espère que ça coupera plus. De toute façon, je reste connecté. Je vous partagerai mon intervention de toute façon, comme ça vous pourrez la communiquer aux participants de votre atelier. Rapidement, je vais vous présenter du coup le plan bleu. Qu'est-ce que le plan bleu? L'identité du plan bleu, son mandat, les activités, les résultats clés sur la thématique de l'eau. Pourquoi est-ce Il qu'on est là. travaille sur la thématique de l'eau? Puis les activités, les résultats liés à la ressource en eau non conventionnelle. Et enfin, nos activités futures pour notre programme de travail 2026-2027, toujours sur la thématique de la ressource en eau. Donc le plan bleu, on est une structure associative de loi 1901.
soutenu par la France depuis 1977, après la signature de la Convention de Barcelone en 1976. On travaille aussi dans un cadre institutionnel particulier, le programme des Nations Unies pour l'environnement / le programme d'action pour la Méditerranée. Donc en fait, on travaille en réseau pour soutenir les décisions, les processus de décision des décideurs méditerranéens. Donc en fait, notre rôle, il est assez simple, c'est accompagner les processus de décision des différents pays du pourtour du bassin méditerranéen. On travaille en relation étroite avec les ministères de l'Environnement de chaque pays du bassin, en réseau, sur un mandat qui est assez transversal, qui en fait promeut la Convention de Barcelone et ses protocoles associés, à savoir comprendre l'état de l'environnement, donc travailler sur les questions de changement climatique, des questions sectorielles, notamment le tourisme, les activités industrielles, sur l'eau. Nous fournissons aussi des études prospectives sur différents scénarios d'évolution du bassin méditerranéen à horizon 2050-2100. Et on suit une stratégie qui est la stratégie méditerranéenne de développement durable, une stratégie sur 10 ans sur laquelle on cale notre programme de travail. Donc c'est une stratégie qui a pour but de faire un état du développement durable en Méditerranée au travers d'objectifs de développement durable qui s'alignent avec les objectifs de développement internationaux que l'on connaît tous. Et enfin, proposer des analyses socio-économiques par des outils financiers. On travaille beaucoup sur le financement, quels outils économiques mobiliser pour accompagner la transition de durabilité. Donc pourquoi est-ce qu'on travaille sur l'eau? Par essence, le plan bleu, en fait, d'où notre nom, plan bleu. Après notre création, la volonté de la France de fournir à la Méditerranée un plan prospectif sur la ressource en eau, un exercice en 3 phases sur la ressource hydrique à l'échelle du bassin. Donc, on travaille énormément sur les questions, on produit et on publie beaucoup d'études. Depuis 1992, on a environ publié 40 publications orientées aux décideurs sur cette thématique. Je ne vais pas vous citer toutes les publications, je vais essayer de vous présenter un peu les différents axes. Je suis aussi un expert SIG pour l'Observatoire du Plan Bleu, donc à chaque fois que je vous présenterai les grands axes d'études, les différents résultats clés, je vais aussi vous partager des cartes interactives via notre observatoire, j'y viendrai par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'eau? On peut proposer aux différents États du pays du bassin des analyses d'études de cas aux échelles nationales. Voilà, nous, on travaille pour les pays du bassin méditerranéen, donc on propose des analyses nationales, des analyses entre les pays sur l'état de la ressource, l'état quantitatif, l'état qualitatif, sur les différents enjeux et opportunités, notamment liés à des solutions d'adaptation pour une gestion durable de la ressource en eau. J'y viendrai après, notamment sur le dessalement. On travaille sur l'évaluation de l'offre et de la demande en eau. On sait qu'aujourd'hui, en Méditerranée, il y a ce qu'on appelle le paradoxe hydrique, avec une demande en eau qui augmente au cours des ans et une ressource en eau naturelle qui se voit de plus en plus altérée dans le contexte de changement climatique actuel. Et enfin, des évaluations et des prévisions liées au risque hydrique, toujours dans ce contexte de changement climatique avec des événements hydrologiques extrêmes, hein. On a eu des exemples, malheureusement, ces dernières années en Méditerranée avec des précipitations extrêmes, donc des inondations, des crues, mais aussi des périodes de sécheresse accrues, notamment pour les pays du Sud et les pays de l'Est. Des analyses sectorielles, puisque l'eau est transversale, tous les secteurs utilisent de l'eau. Donc nous, on se questionne aussi sur ces aspects-là. Où est l'équilibre entre les différents usages de l'eau? Quelles devraient être les approches, les différents business models à développer pour les différents secteurs? Donc voilà, différentes analyses sectorielles liées à ces questions-là. Et comment la conservation des écosystèmes et la gestion des zones côtières aussi sont liées à cette gestion durable de la ressource en eau. Donc récemment, pour l'année 2024-2025, on a publié énormément sur une thématique, la thématique du dessalement, qui est en fait englobée dans les ressources en eau non conventionnelles. On a publié 4 notes de synthèse orientées aux décideurs et un gros rapport qui est disponible depuis le 28 novembre sur notre site web. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur cette ressource-là? Donc d'abord, je vais vous expliquer. Parce qu'il y a un état de la ressource dans le bassin méditerranéen actuel que je pense vous connaissez aussi bien que moi et je vais maintenant vous le présenter au travers de notre outil, l'outil de l'observatoire. On a cet outil au plan bleu. On aime bien les outils innovants interactifs au plan bleu. Ça permet de faire passer les messages d'une façon claire, précise et assez interactive.
Donc, on a cet outil en ligne qui est disponible, un outil interactif en accès libre qui propose différentes visualisations sur différentes thématiques, notamment la thématique de la ressource en eau. Et je voulais vous montrer un peu voilà, des visualisations sur la ressource en eau, notamment sur les précipitations. On voit qu'en fait, en fonction des différentes symbologies, on a un déséquilibre entre les précipitations au cours du temps. Bien sûr, les pays du Nord reçoivent plus de précipitations que les pays du Sud, mais on voit qu'on a à la baisse des variations sur les précipitations. Donc là, c'est des données qui proviennent de Copernicus. Nous, on ne produit pas de la donnée, on capitalise de la donnée et on valorise cette donnée au travers de notre observatoire. Vous voyez les évolutions en pourcentage des précipitations pour tous les pays méditerranéens. Sur cet histogramme, on voit qu'il y a une diminution significative à la fois pour les pays du Sud que pour les pays du Nord des précipitations. Cette observation, elle s'observe aussi pour l'évaporation, mais dans un schéma inverse. On a une diminution des précipitations avec une augmentation des évaporations. On voit que pour les différents pays du bassin, on a une augmentation relative et significative des taux d'évaporation à l'échelle des pays, toujours sur les mêmes périodes, aux mêmes échelles, les échelles nationales, on observe une augmentation de l'évaporation. Qu'en est-il du coup pour les réservoirs hydriques? Là aussi, on voit que par cette diminution des précipitations, cette augmentation de l'évaporation, on voit qu'on a une diminution des stocks, des réservoirs naturels. On voit qu'au cours de l'année 2024, on a une variation saisonnière, certes, mais on voit aussi que pour les différents pays, on a une diminution dans les volumes de ces réservoirs naturels. Et enfin, sur les prélèvements et sur les ressources disponibles par habitant, on voit là aussi que pour un indicateur par habitant, donc à l'échelle de l'habitant en Méditerranée, on a une diminution. On voit la courbe, par exemple, pour l'Algérie, pour d'autres pays, tous les pays en rouge du bassin, on voit une diminution significative des ressources en eau disponibles par habitant. Où cela nous mène? Cela nous mène en fait à voilà, des études sur un secteur spécifique qui est le dessalement. C'est l'étude qu'on a conclue récemment. Qu'est-ce que le dessalement? J'y viendrai après, mais d'abord, je voulais vous parler un peu de cette étude. Euh, on a voulu faire appel à une vision académique sur cette étude. Le dessalement, on a produit différentes études sur le sujet. Alors, c'est une solution d'adaptation qui répond à cette situation hydrique de plus en plus aggravée sur le bassin. Et on voulait aller plus loin, puisque derrière le dessalement, il y a bien sûr différents impacts. Je vais essayer de vous les présenter par la suite. Et on a mobilisé différents chercheurs, chercheuses méditerranéens, méditerranéennes sur le sujet afin d'en savoir plus sur les solutions d'adaptation qui permettraient d'augmenter la résilience du secteur, mais aussi d'améliorer la durabilité du secteur. On a réalisé ce rapport de capitalisation que je mentionnais en début d'intervention et on a valorisé le tout lors du dernier congrès mondial de l'eau à Marrakech il y a moins d'une semaine, la semaine dernière. Voilà, on propose aussi une étude exploratoire sur le cycle de l'eau. Cette étude, elle sera disponible début 2026 et elle fera un peu l'état de la ressource en eau à l'échelle du bassin méditerranéen. Là, pour vous rappeler les différentes études sur le dessalement, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, c'est les différentes notes de synthèse en amont de cette étude académique qu'on a menée. On essaye à chaque fois d'adresser toutes les différentes dimensions liées au dessalement, que ce soit sur les opportunités et les risques, sur les mesures d'adaptation pour atténuer ces risques et les impacts environnementaux, sur la variabilité économique aussi liée au secteur. Très bien. J'aimerais maintenant vous parler du dessalement. Qu'est-ce que le dessalement? Puisque peut-être que certains d'entre vous connaissent ce secteur, peut-être que d'autres non. C'est un secteur qui en fait existe dans le bassin méditerranéen depuis la fin des années 1960. Comme je l'ai dit, c'est une solution d'adaptation qui a été en fait implantée dans le bassin pour répondre à cette situation hydrique qui s'aggrave dans le bassin. Et on peut résumer ce secteur et ces usines, leur fonctionnement au travers de trois grandes étapes. D'abord au travers d'une prise d'eau. Donc en fait, c'est des usines qui vont prendre de l'eau dans différents milieux, dans différents réservoirs hydriques, que ce soit en milieu côtier par l'eau de mer, que ce soit par des prélèvements dans des aquifères souterrains, dans de l'eau saumâtre, dans des zones humides, dans des rivières, des fleuves. Puis l'eau qui est puisée passe dans des systèmes de production. Alors là, c'est des systèmes de production très complexes. On tombe dans le domaine de l'ingénierie. Je ne vais pas vous détailler les différentes étapes. Mais en gros, on peut résumer le tout par deux grandes familles, les technologies thermiques et les technologies membranaires.
Ce qui est assez paradoxal quand on dessale de l'eau, c'est qu'on va générer de l'eau plus salée. En dessalant l'eau naturelle, donc en enlevant les ions chlorure, les ions sodium, NaCl, on va en fait créer de l'eau plus salée et plus chaude, qui est en fait le sous-produit appelé saumure. Ces saumures, il faut savoir que pour environ 1 litre d'eau dessalée, on va générer entre 1,5 à 4 fois plus de saumure pour ce même volume d'eau dessalée, qui, la plupart du temps, pour les usines, ce qui est observé est rejeté en zone littorale, circa ou infralittorale, ce qui génère des impacts, puisqu'en fait, comme on a des saumures plus salées, plus chaudes que la température des eaux côtières ambiantes, on va avoir ce qu'on appelle un panache de saumure qui va se créer et qui va couler sur le milieu benthique et entraîner des impacts aigus ou chroniques pour les sociétés inféodées au milieu. Là aussi, voilà, j'aimerais vous présenter différentes cartes qu'on a dans l'observatoire, voilà, pour avoir des visuels, pour un peu comprendre quel est l'état du secteur aujourd'hui en Méditerranée. Ça va apparaître. Donc voilà, là, vous pouvez voir plus en détail l'outil qu'on utilise, donc qui est en fait l'outil de notre observatoire. J'avance un peu la vidéo. On a une catégorie sur le dessalement qui est dédiée, qui vient en plus appuyer nos publications papier. Ça arrive. Voilà. Voilà. Donc là, la vue qui apparaît à l'écran, que j'ouvre dans la vidéo, en fait, tous les petits points que vous pouvez voir en Méditerranée sont les différentes usines de dessalement. Aujourd'hui, on compte presque 2700 usines sur le pourtour du bassin méditerranéen. J'ai entendu avant ma présentation que seulement 11 pays du bassin utilisaient le dessalement. C'est faux. Tous les pays du bassin aujourd'hui utilisent cette technologie, à savoir la France aussi. Donc vraiment, il y a un consensus vers l'utilisation de cette technologie. On a bien sûr une hétérogénéité dans la distribution des usines sur le pourtour du bassin. En fonction des contextes socio-économiques, environnementaux, on ne va pas avoir les mêmes besoins en eau, on ne va pas avoir les mêmes recours vis-à-vis de cette solution technologique, mais la majorité des usines se trouvent au sud du bassin, donc dans les pays qui sont les plus exposés au stress hydrique, avec dans le top 3 des pays qui utilisent le plus cette technologie, l'Espagne qui arrive en deuxième position. Aujourd'hui, la technologie la plus représentative dans le bassin, c'est du coup la technologie membranaire, l'osmose inverse. Pourquoi? Parce que derrière, c'est une réduction des coûts énergétiques. On va demander moins d'énergie pour dessaler l'eau, mais ça n'empêche pas les impacts associés à cette ressource. Bon, là, je m'écarte un peu du sujet par la vidéo, mais c'est aussi pour vous montrer que dans l'observatoire, on a cette capacité de combiner différentes visualisations. Ce que vous voyez derrière, les polygones en rouge, c'est le stress hydrique en Méditerranée, selon un scénario RCP 8.5 à horizon 2030. Voilà, pour vous montrer qu'en fait, ces usines sont implantées, comme je vous le disais, dans les endroits, dans les zones méditerranéennes où il y a un stress hydrique le plus intense, le plus conséquent. Ces usines ne sont pas implantées au hasard dans notre bassin. Euh, on a des sites d'implantation qui sont pensés en fonction aussi des stress hydriques et des contextes environnementaux des différents pays. Je continue cette petite vidéo. Par rapport au volume d'eau dessalée, alors là, je ne sais pas si on va bien voir dans la vidéo, voilà, on les voit mieux. Ça s'affiche, donc c'est les différents cercles bleus là. On est toujours Est-ce à que vous l'échelle. arrivez à montrer la partie plus occidentale du bassin, s'il vous plaît? Alors là, sur la vidéo, je ne sais pas si on va avoir la vision. Je ne peux pas vous faire, je pense, une démo là en live, puisque je pense que ça va pas passer la bande passante. Je peux vous envoyer après des cartes si vous voulez sur le sujet. Euh, voilà. Volontiers. En gros, ce qu'il faut retenir sur la distribution des usines, c'est que c'est une distribution très hétérogène en Méditerranée. La majorité des usines se situent du côté ouest du bassin, dans le bassin d'Alboran, à l'entrée euh, des eaux atlantiques, et du côté du bassin levantin. Après, c'est assez hétérogène. On a vraiment une hétérogénéité dans l'implantation des usines. Et cette hétérogénéité, elle se retrouve dans les volumes produits par ces usines. Quand on parle de volume d'eau dessalée, l'unité, c'est les mètres cubes d'eau dessalée par jour. On est entre quelques centaines et quelques milliers, voire centaines de milliers
Voilà, là on a la vision occidentale, vous posez la question. On voit que voilà, pour les volumes, c'est pareil. C'est-à-dire que chaque usine n'a pas le même rendement, n'a pas la même capacité de production, ce qui est logique, puisqu'en fonction de l'usine, on ne va pas être dans le même milieu, on ne va pas forcément avoir la même demande en eau. Mais il faut garder en tête aussi que ces usines permettent voilà, des apports d'eau dessalée conséquents. Une question sur votre date. Pourquoi il y a des points bleus à l'intérieur des terres? Comment? Pourquoi est-ce qu'il y a des points bleus à l'intérieur des terres sur votre carte? Alors, parce que les usines ne sont pas que côtières, c'est-à-dire que certaines de ces usines sont implantées en zone continentale, notamment pour certains pays du Sud, d'où les zones rurales sont encore plus affectées par le manque d'eau, par les stress hydriques, et où ces zones ont d'ores et déjà recours à ces solutions de dessalement. Comme je l'ai dit, ces usines ne puisent pas l'eau directement de la mer, elles peuvent aussi le puiser depuis des aquifères souterrains en zone continentale, et donc fournir de l'eau dessalée à ces communautés rurales ou même urbaines, hein, mais plus dans des zones continentales reculées de la zone côtière. Voilà, donc ça c'était pour un peu vous montrer, voilà, par l'observatoire, qu'on a des cartes qui sont à votre disposition. Je peux vous envoyer par la suite le lien vers toutes ces représentations. Simplement pour conclure ma présentation sur notre dernier travail sur ces questions-là, voilà, je ne peux pas rentrer dans le détail, le sujet est très vaste. Il ne me reste plus beaucoup de temps, je pense, pour ma présentation. Il y a beaucoup d'opportunités liées au dessalement, il y a aussi beaucoup d'impacts. C'est encore un secteur en Méditerranée qui est assez controversé. On parle d'impacts sociaux, des impacts économiques. C'est en fait des technologies qui sont très énergivores, donc derrière les coûts économiques du mètre cube d'eau dessalée sont significatifs. Il y a aussi des coûts environnementaux quant au rejet de saumure, voilà, qui sont très spécifiques au site en fonction des espèces inféodées. Donc voilà, c'est un secteur qui nécessite encore de grandes adaptations d'un point de vue technologique, d'un point de vue de plan de gestion lié aux usines. Et toutes ces questions, on les a adressées dans notre dernier volume édité. Vous avez le QR code que je vous invite à scanner. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le scanner là depuis l'écran. Les 10 points qui s'affichent à l'écran sont en fait les 10 papiers scientifiques que l'on a sélectionnés au plan bleu, donc des chercheurs méditerranéens qui ont travaillé sur ces questions de durabilité du secteur, qui proposent des approches innovantes, durables sur ces aspects, sur les aspects économiques, sur les aspects réglementaires, sur les aspects sociaux. Comment maintenant, non pas apercevoir le dessalement en silo, mais avec des approches intégrées, voilà, avec des concepts qui sont en ce moment assez à la mode, notamment le concept One Health, un dessalement plus inclusif. Je vous invite à aller documenter ce rapport. Euh, Quels sont les grands résultats? C'est un peu ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est qu'il y a un gros potentiel de développement encore pour ce secteur. J'étais récemment au Congrès mondial de l'eau à Marrakech. Il y a énormément d'intérêt sur le secteur. Ça va très vite. Tant le secteur privé que le secteur public avance à grande vitesse sur le secteur du dessalement en Méditerranée. Nous, le Plan Bleu, on travaille beaucoup dessus. Donc voilà, je vous invite pour plus de questions à me contacter. Je terminerai simplement ma présentation sur les axes de travail du Plan Bleu pour l'année 2026-2027. Nous, on est vraiment sur une vision sur la thématique de l'eau. En fait, en Méditerranée, bien sûr, il y a des variations locales sur la situation hydrique, mais il faut aussi se rappeler qu'on est tous et toutes méditerranéens. Et c'est la même approche pour le cycle de l'eau. C'est un seul cycle de l'eau en Méditerranée. Et pour cela, on a en fait 5 axes de travail que l'on va explorer dans les 2 ans à venir, à compter de janvier 2026. D'abord, faire une étude exploratoire sur l'état de l'ODD6 en Méditerranée. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ODD6 est toujours pertinent et adapté aux contextes locaux en Méditerranée? Comment est-ce que cette analyse de cet ODD6 reflète les réalités locales en Méditerranée? Par rapport aussi aux investissements, puisqu'on parle beaucoup de gestion durable de la ressource en eau, l'eau est très transversale, mais comment est-ce qu'on finance ces innovations pour avoir une gestion durable de la ressource en eau? Quels outils financiers il faut mobiliser, promouvoir? Quel business model
on doit développer. Donc ça, c'est la thématique et la dimension du Water Investment Gap sur laquelle on va beaucoup travailler. Aussi, les approches de WEFE. Alors, c'est très à la mode aussi, Water, Energy, Food, Environment. Nous, on aimerait plus inclure la forêt dans cette approche WEFE, puisque bien sûr, quand on parle du cycle de l'eau, il faut aussi mentionner et questionner la thématique de la forêt, qui joue un rôle essentiel dans le cycle de l'eau méditerranéen, notamment au travers des processus d'évapotranspiration, de retenue d'eau, d'infiltration d'eau dans les sols. Et enfin, mener un exercice de prospective sur la ressource en eau, comme on a fait avec notre pôle prospectif au Plan Bleu et notre rapport MED 2050, mais vraiment avec un focus sur la ressource en eau. Et enfin, un dernier point, continuer à enrichir notre observatoire que je vous ai exposé, dont j'ai pu faire la démonstration lors de mon intervention, continuer à alimenter les données sur la ressource en eau pour voilà, permettre toujours aux décideurs d'avoir accès à de l'information numérique interactive en accès libre de par l'Observatoire du Plan Bleu. Je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition pour toute question. Sa présentation sera mise en ligne tout à l'heure. Il y a des questions? Est-ce que on va essayer avec le micro les questions et sinon on peut Deux questions, pas plus. Hein. Deux questions, pas plus pour tout le monde. Hein. Voilà, bonjour. Est-ce qu'on peut avoir déjà un avant-goût du rapport qui va sortir bientôt, début 2026? Premièrement. Deuxièmement, avec tous ces impacts du changement climatique et ce niveau de salinité qui va augmenter et qui augmente toujours, est-ce que cette technologie de dessalement de l'eau de mer va devenir dans un futur proche inaccessible? Merci. Oui, merci pour votre question. Donc pour le premier point sur le rapport qui va sortir, donc je suppose que vous parlez de l'étude exploratoire sur le cycle de l'eau en Méditerranée, donc le point 2 qui s'affiche à l'écran. Ça va être une étude de cadrage. En fait, on souhaite au travers de ce rapport faire un état de la situation hydrique en Méditerranée. On souhaite au travers de ce rapport faire un bilan de la ressource en eau en Méditerranée, tant d'un point de vue quantitatif que d'un point de vue qualitatif. Mais pas seulement. On veut aussi se questionner sur les utilisations. Quel secteur utilise le plus de l'eau en fonction des différents pays? Quelles sont les différences sur les utilisations de l'eau, sur la distribution de l'eau? Quelles seraient les différentes solutions à intégrer? En fait, ce rapport, c'est vraiment un point de départ pour nos activités qui vont suivre en 2026-2027. Ça sera un rapport d'environ 40 pages qui viendra synthétiser le tout sur des analyses voilà, quantitatives, des analyses cartographiques, toujours dans un format synthétique, clair, orienté aux décideurs. Et bien sûr, je transmettrai le tout aux personnes intéressées si vous souhaitez consulter ce rapport. Pour votre deuxième question, alors si j'ai bien compris, c'était est-ce que le dessalement, dans un futur plus ou moins lointain, va devenir inaccessible, c'est bien ça? J'ai pas très bien compris la deuxième partie de votre question. Voilà, je précise. Alors, vous avez dit que le niveau de salinité va augmenter. C'est en cours en plus. Et ce qui va impliquer que le coût de dessalement va augmenter en conséquence. Est-ce que dans un futur proche, ça va devenir inaccessible pour les États qui veulent adopter cette technologie au regard des changements climatiques et de ses conséquences? Merci. Oui, c'est une très bonne question. C'est vrai que ça fait écho avec la présentation alors, qui a précédé mon intervention. En fait, on prend de l'eau dans un milieu naturel et cette eau a différents paramètres de température, de salinité, des paramètres microbiologiques, des paramètres chimiques, etc., etc. Euh, ça a un coût sur le prix au mètre cube de l'eau dessalée en sortie de système de production des usines. On a, dans nos études, pris en compte ces questions-là, à savoir, est-ce que, en fonction de l'évolution des paramètres hydrologiques du milieu d'où on tire l'eau, on va avoir un impact sur le coût de l'eau dessalée au mètre cube? La réponse est oui, d'une part.
Mais la réponse est non d'autre part. Pourquoi? Parce qu'en fait, au travers de ce secteur, il y a tout un tas d'innovations du secteur privé, projets de recherche, où en fait les systèmes de production des usines deviennent de plus en plus performants pour traiter l'eau qui est prise du milieu naturel à coût réduit. Et donc, en fait, on vient de plus en plus optimiser les coûts de production. Il faut savoir que dans les années 70, donc les technologies qui étaient majoritaires sur le pourtour du bassin vis-à-vis du dessalement, c'était les technologies thermiques, c'était des énergies très énergivores qui avaient des coûts unitaires au mètre cube d'eau dessalée qui étaient très élevés. On était, on était au-dessus de 1,5 à 2 dollars par mètre cube d'eau dessalée. Donc je vous laisse faire le calcul, quand on est sur du 300 000 mètres cubes d'eau dessalée par jour, ça coûtait cher. Aujourd'hui, le prix unitaire du mètre cube d'eau dessalée avec les technologies membranaires, et c'est des technologies qui évoluent très vite, hein, on est sur du 0,3, 0,5 dollars mètre cube par, par mètre cube d'eau dessalée. Donc en fait, plus on avance dans l'innovation des technologies vis-à-vis du dessalement, et plus on arrive à atténuer ce coût. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est dans l'intérêt des États d'optimiser ces coûts énergétiques, puisque comme vous l'avez dit, le but, c'est que dans un futur plus ou moins proche, et je l'espère plus ou moins approprié d'un point de vue climatique, même si bon, on n'est pas dans la bonne direction, on aura des technologies accessibles pour tous les États du bassin méditerranéen. Mais il faut savoir, voilà, je le rappelle, ce qui est important, c'est que ce secteur est déjà ancré dans le bassin depuis un moment, hein. Ça fait bientôt plus de 50 ans, plus de 60 ans même que ce secteur est ancré dans le bassin. Donc ce secteur a eu le temps d'évoluer, tant d'un point de vue technologique que d'un point de vue économique et énergétique. Voilà, pour répondre à votre question.